Merci beaucoup de m'avoir invité, donc, les organisateurs du colloque, mais également donc, François Héran, le président de cet institut. Donc effectivement, ce matin, je vais vous parler d'une perspective un peu particulière, c'est l'usage des bactéries comme traceurs des migrations humaines. Et ça peut marcher à différentes échelles temporelles, comme on va le voir, de l'Out of Africa, par exemple, il y a 60 000 ans, jusqu'à des phénomènes plus récents de quelques dizaines d'années seulement. Alors, pour illustrer mon propos, je vais faire une espèce de compte à la Prévert avec différents cas d'études, mais c'est pour vous donner un petit peu la mesure des outils qui sont à notre disposition là au XXIe siècle. Alors, lorsqu'on travaille, je suis en fait professeur au Muséum d'histoire naturelle et directeur d'études à l'école pratique des études, et en fait, je travaille essentiellement sur les génomes bactériens et les génomes viraux. Donc, c'est essentiellement 4 bases, hein, AGCT, les bases nucléotidiques ou des ARN. Mais à partir de ces informations, de quelques milliers ou quelques millions de paires de bases, on peut inférer toutes sortes de messages. Notamment, on peut faire des phylogénies, donc des arbres. On peut également calculer la démographie des populations, du pathogène, son changement de taille de population dans le temps, les déclins, les expansions, etc. Alors, que contient en fait un génome bactérien? Indirectement, on va avoir des traces, effectivement, des migrations humaines. On va également avoir des signatures, notamment des guerres. On va avoir des signatures qui sont liées à la diaspora. On va avoir des signatures qui sont liées, par exemple, aussi génétiques dans les bactéries, liées en fait à la traite des Noirs. Et également, d'une façon plus récente, on peut observer même des impacts sur les génomes bactériens d'événements socio-économiques, comme les crises du pétrole, des choses comme ça, ou des crises sanitaires. Ça laisse des traces sur les génomes indirectement de par, je dirais, la diversité des populations bactériennes. Le plan que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un plan un petit peu intriqué. On va parler du temps et de l'espace. On va s'intéresser au début au néolithique, puis on va parler des conséquences de la domestication sur les pathogènes et ce que les pathogènes nous disent sur la domestication, que ce soit en Mésopotamie il y a 10 000 ans ou par exemple dans le bassin du Yangtze il y a 8 000 ans. On va également s'intéresser, comme j'ai déjà dit, à la traite des Noirs. Les effets de la globalisation, c'est aussi des effets importants. On a parlé du Covid il y a quelques instants. Effectivement, mes travaux démontrent entre autres que la fermeture des frontières et des transports aériens, ça fait moins 15% sur le taux de reproduction du virus du Covid. Moins 15%. Et puis finalement, on va s'intéresser à des conséquences plus récentes, notamment les effets sur les déplacements de population par des camps de réfugiés dans des zones de guerre, notamment des guerres indigènes. Alors j'ai commencé par l'exemple le plus classique de traceur d'immigration humaine. Il s'agit ici d'une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Cette bactérie se trouve à peu près dans un estomac sur 3, donc c'est une bactérie spécifique à l'estomac, qui en général n'a pas de conséquences majeures d'un point de vue santé publique, mais de temps en temps peut conduire à des ulcères, voire à des cancers gastriques. Cette bactérie, quand j'étais au Max Planck, il y a quand même déjà un petit paquet d'années, on a eu des gros budgets pour travailler sur des traitements, notamment, pardon, excusez-moi, un vaccin, mais on s'était rendu compte que cette bactérie avait une structuration géographique assez forte, c'est-à-dire qu'il y a des populations bactériennes. Et en fait, cette bactérie retrace entièrement notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a des populations bactériennes africaines, il y a des populations bactériennes européennes, asiatiques, etc. Et qui plus est, cette bactérie recombine. Ça veut dire que lorsque, admettons qu'on a 2 personnes d'origine ethnique différente, quelqu'un d'origine noire qui va par exemple se marier avec une personne asiatique, eh bien, à force de s'embrasser, d'avoir une vie intime, ils vont échanger leurs bactéries. Ce qui va se passer, c'est que les bactéries vont également recombiner. Donc, elles vont faire des espèces de génomes patchwork qui sont la combinatoire de la population asiatique et la population africaine. Donc, on a la trace dans la bactérie de ce contact. Alors, en utilisant cette approche, les collègues du Max Planck, que vous voyez ici, ont réussi notamment à retracer la fameuse histoire du peuplement du Pacifique, ce qu'on appelle le train express du Pacifique. On voit notamment, lorsqu'on regarde les peuplades au niveau de l'Australie, les aborigènes ou les papous, ils ont des couleurs un peu orangées, c'est-à-dire c'est le type de génome, la signature populationnelle de ces bactéries ne correspond à rien à celle qu'on va retrouver dans le Pacifique, puisqu'il s'agit d'un orange beaucoup plus clair. Donc ce n'est pas la source du peuplement. Par contre, l'endroit où il y a une fréquence importante de bactéries qui ont une signature voisine de ce qu'on va retrouver en Polynésie ou en Mélanésie, c'est en fait des populations
d'aborigènes, les Bunun, qui se trouvent à Taïwan. Et effectivement, la génétique humaine a également secondairement démontré la même chose. C'est bien l'origine du peuplement du Pacifique, c'est bien Taïwan. Alors pour la petite anecdote, pourquoi les Bunun se retrouvent à l'intérieur des terres pour des grands navigateurs? Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un patron classique de remplacement de population. Lorsque les Chinois sont arrivés, les aborigènes ont quitté les plaines pour se retrancher sur les hauteurs. Toujours à partir de cet outil, les collègues ont réussi également à dater les événements, c'est un arbre phylogénétique. Donc vous voyez par exemple que l'ancêtre commun, l'Out of Africa, donc l'émergence de l'homme moderne, d'après la bactérie, daterait de 55 000 ans. En génétique humaine, on dit 60 000. Et on voit finalement que la question posée dans l'article, l'origine du peuplement du Pacifique, remonterait à 10-12 000 ans. Donc ça, c'est possible juste en séquençant quelques gènes de cette bactérie. Alors, je parlais tout à l'heure des traces de la traite des Noirs. En fait, effectivement, au XVIIIe siècle, il y a eu cet import forcé de populations noires africaines vers les États-Unis pour des travaux de champs et toutes sortes d'implications un peu malheureuses. En fait, ça a laissé des traces. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde aujourd'hui les populations nord-américaines de type africain, eh bien, ils ont les mêmes bactéries que leurs ancêtres il y a 300 ans. Les mêmes. C'est-à-dire que ces bactéries n'ont pas changé. Il n'y a pas de signature d'introgression très forte. Il n'y a pas eu beaucoup de mélanges interethniques finalement. Et ça se retrouve encore dans l'Helicobacter pylori. Alors, on voit ça ici, en rouge, c'est un arbre un petit peu touffu, mais en rouge, ce sont les souches typées donc Afrique de l'Ouest, la source de la migration forcée. Et puis, on a en vert les souches d'Helicobacter pylori de Noirs américains vivant aux États-Unis aujourd'hui. Et on voit en fait très bien que les rouges et les verts se mélangent assez bien. Ça veut dire qu'ils sont quasiment pareils, ils n'ont pas changé. On voit aussi très bien que les populations de Cape Town, donc l'Afrique du Sud, n'ont contribué aucunement au peuplement de l'Amérique du Nord. Donc voilà ce genre d'informations qu'on peut sortir. Toujours avec Helicobacter pylori. On va changer de matériel biologique. Maintenant, je vais vous parler plutôt de la tuberculose. Alors la tuberculose, vous connaissez tous, hein, on en parle pour beaucoup, c'est une maladie du passé, ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui encore pratiquement 1,5 à 2 millions de personnes qui meurent chaque année de la tuberculose. C'est plus que le Covid, et c'est récurrent depuis des dizaines d'années. Donc on a aussi une émergence grandissante de souches multirésistantes, qui sont vraiment un problème de santé publique. Et puis on voit finalement que ce pathogène a une distribution donc, transmise par voie aérienne, hein, donc c'est vraiment un pathogène inféodé à l'Homo sapiens dans nos poumons. Parfois, il y a des formes extrapulmonaires, mais on voit qu'on a en fait effectivement en nombre absolu beaucoup de cas en Inde et en Chine. Ce sont ces fameux pays continents. Et puis on a par contre en incidence, en pourcentage, des incidences très très fortes dans les pays où il y a le sida, puisque c'est une maladie qui va être facilitée par l'immunodéficience. Alors je vous disais justement que le souci actuel, c'est vraiment ces souches MDR qui apparaissent de plus en plus souvent, dans nos hôpitaux aussi, notamment à la Pitié-Salpêtrière. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont venir des pays de l'Est, qui sont porteurs en fait, de ces souches MDR, puisqu'on voit que la carte sur la gauche vous représente la distribution de ces souches MDR avec les anciennes républiques soviétiques qui ont la plus grande prévalence. Alors, les conséquences, c'est qu'on a effectivement des gens qui viennent de Géorgie dans nos hôpitaux. On a des gens, des flux de migration sanitaire vers la France. On peut comprendre ces personnes, bien sûr, puisque si vous n'êtes pas en fait suivi et traité, c'est la mort dans beaucoup de cas. Sachant même que le traitement, quand il est réalisé, ça correspond à un taux de succès de l'ordre de 50%. Alors, quand on parlait justement de l'Out of Africa tout à l'heure avec Helicobacter pylori, eh bien, on retrouve la même histoire gravée dans les génomes de Mycobacterium tuberculosis, l'agent étiologique de la tuberculose. On voit ici, à votre droite, vous avez une phylogénie qui correspond en fait à un marqueur génétique humain, l'ADN mitochondrial, avec les souches ancestrales qu'on retrouve bien évidemment en Afrique, suivi d'une expansion initiale essentiellement sur la région Asie du Sud-Est et Océanie. Et ensuite la longue distribution européenne. Donc ça c'est pour l'homme. Et vous regardez à gauche, sur une phylogénie un peu différente, mais finalement qui a beaucoup de similitudes, c'est la phylogénie
réalisés à partir de la souche bactérienne de la tuberculose. Avec là encore les souches ancestrales en Afrique, la première émergence hors d'Afrique qui va se retrouver en Asie de l'Est et en Océanie. Donc les patrons similaires. Donc ce papier plaidait fortement pour une évolution concomitante de l'hôte et de son pathogène. Et donc un Out of Africa au même tempo, il y a 60 000 ans. Alors, comme je parlais d'MDR, on s'est intéressé dans mon équipe plus particulièrement à une souche qui s'appelle la souche Beijing. Alors elle est intéressante d'un point de vue de santé publique parce que c'est elle qui est largement la plus enrichie en souches multirésistantes. Donc en typant des milliers de souches à travers le monde, dans une collaboration avec le CDC américain, entre autres, on a réussi comme ça à trouver de la structure dans la structure. Je veux dire par là qu'il y a la structure géographique même dans la souche Beijing. La souche Beijing, vous voyez, en fait, ce sont là des... Quand il y a un gros amas, ça fait un cercle assez gros. Et après, on a ce qu'on appelle des one-step ou des two-step variants. Ce sont juste des mutations, une ou deux mutations qui séparent du pôle central. Donc en fait, on a deux gros clones qui sont apparents, notamment le clone vert avec ses variants et le clone rouge. Donc on a la structuration géographique, sachant que le vert correspond à l'Asie centrale et le rouge au clone russe. Lorsqu'on s'amuse à cartographier la distribution de ces complexes clonaux sur une carte mondiale, on a beaucoup de choses qui apparaissent. Et c'est là qu'on voit qu'on a des informations assez originales. D'une part, on voit que les clones les plus ancestraux, je vais revenir dessus ici, lorsque vous regardez par exemple les souches qui sont très divergentes sur la gauche, il n'y a pas de gros paquets avec des souches identiques. C'est la définition d'un clone qui n'est pas épidémique. C'est une espèce de bruit de bas de fond. Il n'y a pas beaucoup de variations, alors que dans les clones qui sont vraiment émergents, on a des grosses patates. Donc dans les clones qui sont les plus ancestraux de cette lignée Beijing, eh bien on va les retrouver effectivement en Asie de l'Est. Notamment, on va les retrouver, c'est les couleurs gris ou le vert un peu canard. On va retrouver beaucoup de souches au niveau de la Chine, du Japon et de la Corée. Ça, c'est l'ancêtre. Ensuite, on voit qu'il y a des lignées qui ont émergé secondairement, notamment le clone Asie centrale en vert, et puis le clone russe qui monte en fréquence lorsqu'on s'approche de l'Europe de l'Est, et de la Russie, bien évidemment. On voit également une espèce de gradient pour le clone qu'on appelle le CC5, le clone pacifique, qui lui augmente en fréquence lorsqu'on va vers le Pacifique. Donc ça, ce sont des patrons migratoires, c'est la bactérie qui migre avec les populations humaines. Et c'est ça que vous voyez, ce sont des cleans de mouvements de population. Alors pour inférer l'origine de ces outbreaks ou de ces propagations, on peut une façon de faire, c'est en fait de regarder où la diversité génétique est la plus grande. Donc en fait, lorsqu'on s'amuse à corréler ici la diversité allélique en fonction de la distance depuis le bassin du Yangtze, eh bien on voit que plus on s'éloigne du bassin du Yangtze en Chine, plus la diversité populationnelle de ce pathogène diminue. Donc ça en fait vraiment, c'est une indication qu'il y a effectivement une origine Asie de l'Est. On voit également que cette corrélation est bien meilleure au niveau de l'Eurasie, une corrélation très forte, à un R carré de 0,6, alors que la corrélation elle est moindre au niveau global. Alors pourquoi elle est moindre au niveau global? Eh bien parce qu'il y a en fait des distributions de populations asiatiques qui sont assez marquées, notamment en Afrique du Sud. Ça va faire une distorsion dans l'information. Beaucoup d'Asiatiques en Afrique du Sud, beaucoup d'Asiatiques sur la côte ouest américaine, etc. Donc ces mouvements qui sont un petit peu artificiels, liés à ce qu'on appelle l'effet Boeing, viennent en fait détruire la signature qu'on a détectée, du moins la réduire. Alors avec un collègue des Hospices de Lyon, Jean-Philippe Razigade, qui est en fait maître de conférence hospitalier, mais plutôt en fait une vraie tête en mathématiques, nous avons en fait modélisé un nouveau système qu'on appelle le THD, qui permet en fait de cartographier dans le temps et dans l'espace la propagation des épidémies. Alors j'ai mis des prises d'écran plutôt qu'un film, parce que les expériences avec les films sont parfois malheureuses en congrès. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, dans des fenêtres de 2000 ans, on voit que la maladie démarre il y a à peu près 8000 ans en Asie de l'Est, et qu'elle va se propager très rapidement, donc d'est en ouest. Sur une fenêtre de tir plus courte, à l'échelle de 100 ans, on voit le même résultat, mais cette fois-ci sur des échelles de temps récentes. Eh bien, on voit très bien ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait de broussailles. On voit qu'il y a à peu près 800-900 ans, l'épidémie est vraiment très concentrée sur le clone Beijing
en Asie de l'Est, alors qu'aujourd'hui, ici, on voit que l'épidémie s'est quasiment éteinte en Asie et qu'elle est en train de faire flores essentiellement en Asie centrale et dans les pays en Europe de l'Est. Donc là, c'est vraiment des informations qu'on arrive à cartographier aussi dans l'espace et le temps. Dans le même ordre d'idées, toujours en regardant l'érosion génétique depuis l'Asie de l'Est, ici c'est ce qu'on appelle des heatmaps, plus les points sont colorés chauds, plus il y a de diversité. Et lorsqu'on va dans le bleu, la diversité chute. On a une espèce d'artefact, un hiatus. C'est en fait l'Afrique. Il y a plus de diversité de cette population bactérienne Beijing en Afrique qu'on l'attend par une diffusion normale. Alors l'hypothèse de travail de l'équipe en ce moment, c'est en fait qu'il s'agit de la Chine-Afrique. On connaissait tous la France-Afrique, les liens d'échange économiques majeurs entre la France et l'Afrique, qui ont été progressivement remplacés par l'activité et la présence de la Chine en Afrique. Une présence qui est bien sûr une présence intéressée, hein, c'est construire des routes, exploiter les ressources, les métaux rares, le pétrole, etc. Mais ça s'accompagne aussi d'un mouvement de population, des ingénieurs qui viennent. Il y a plus de 2 millions d'ingénieurs et d'ouvriers chinois en ce moment en Afrique. Et ils apportent bien sûr aussi leurs pathogènes dans les poumons, donc Mycobacterium tuberculosis. Dans le même ordre de grandeur, là encore, on retrouve le même patron que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous ai dit que Beijing, on est capable de dater l'ancêtre commun de cette lignée. Et cette lignée, en fait, remonte à peu près il y a 8000 ans. Et il y a 8000 ans, que s'est-il passé en Chine? C'était la domestication. Domestication du riz, domestication du porc. Et il s'en est suivi, bien sûr, une expansion également du pathogène. C'est assez logique, parce que si la densité de population augmente, pour un pathogène aérien, c'est un monde idéal. Vous avez une niche bien plus grande, beaucoup plus de personnes à qui transmettre. C'est une situation bien meilleure que dans une situation de chasseurs-cueilleurs, petits groupes assez fermés. Donc c'est très classique que la population humaine augmente. Ça s'accompagne le plus souvent de pathogènes qui vont aussi faire une multiplication. La même chose a été démontrée toujours par mon équipe ici, dans le cadre de la tuberculose, mais cette fois-ci en Mésopotamie. Donc on a regardé ce qu'on appelle Mycobacterium bovis. Donc c'est le pathogène présent chez les bovidés. Alors ce n'est pas une zoonose comme on peut souvent le lire dans certains bouquins. C'est en fait le contraire, c'est l'homme qui a refilé son pathogène aux stocks animaux. Et on voit qu'en log de base 10, on a à peu près un ancêtre commun de bovis qui revient à 10 puissance 4, c'est-à-dire il y a 10 000 ans. Donc ça fit bien, l'homme a refilé sa bactérie aux bovins il y a 10 000 ans. On voit également qu'une des lignées les plus récentes qui est apparue en Mésopotamie humaine a aussi 10 000 ans. Donc tout ça, ça corrèle assez bien avec des faits qui sont assez logiques au bout du compte. Alors, si on zoome encore plus, on n'arrête pas de zoomer finalement. On a zoomé d'abord du complexe Mycobacterium tuberculosis dans le clone Beijing, puis dans la lignée Beijing dans des sous-groupes. Et maintenant, on va regarder de plus près les sous-groupes. Donc là où il y a des petites boîtes noires, ce sont des souches multirésistantes. Donc vous voyez bien sûr qu'on va plutôt s'intéresser au clone russe, qui est en rouge, et le clone Asie centrale, qui est en vert. Ce sont eux qui sont vraiment résistants à toutes les drogues de seconde génération. Alors, lorsqu'on fait une phylogénie, un arbre, la plupart des gens pensent que dans une phylogénie, il y a toute l'information. En fait, la topologie de l'arbre contient aussi la démographie du pathogène. Elle est intrinsèquement contenue dans l'arbre. Et donc, on est capable de reconstruire ce qu'on appelle la taille mathématique effective d'une population en fonction du temps. Donc là, c'est la taille mathématique de la tuberculose, du clone Beijing, à travers le temps. Alors, c'est remarquable parce qu'on voit qu'il y a deux grandes poussées démographique du pathogène. Une première poussée qui correspond à l'ère industrielle. Une seconde poussée juste avant la Première Guerre mondiale, qui est largement décrite dans les documents, les actes de décès, etc., les informations hospitalières. Il y a vraiment eu un gros flash de tuberculose à cette époque, qui est détecté bioinformatiquement à partir des génomes de bactéries. La première baisse des effectifs correspond à l'arrivée des antibiotiques. On voit également un petit rebond, qui m'a surpris qu'on détecte ça. On a un petit rebond, vous voyez, dans les années 87, c'est en fait l'épidémie du sida. Donc tout ça, c'est extrait. Le clone russe a aussi sa petite histoire.
Donc ce clone russe, on est en train de... Ce papier-là n'est pas encore publié, mais il est soumis. En fait, vous voyez que ce clone russe, bien sûr, vient essentiellement des anciennes républiques soviétiques. Il va rentrer progressivement d'est en ouest vers l'Europe centrale, puis vers l'Europe de l'Ouest. Et vous voyez que là encore, en termes de changement démographique, on a deux sauts successifs. Une première inflation de la population bactérienne lorsqu'il y a eu la chute du mur. La chute du mur, ça voulait dire aussi, bien sûr, un désastre de santé publique. Les gens ont été pas soignés ou soignés d'une façon insuffisante ou pas assez régulière. Et on voit également un deuxième type pic qui est très amusant, c'est le pic de la crise financière russe, qui a aussi un impact sur la démographie du pathogène de la tuberculose. Alors là, je m'approche doucement de la fin. C'est les deux derniers exemples. Un exemple très classique que vous connaissez tous, c'est la peste, avec ses trois grandes pandémies justiniennes au 6e, 7e siècle, la peste noire au Moyen-Âge et ce qu'on appelle la peste moderne au 19e siècle. Alors ce papier, à l'époque, on l'avait appelé « Plague out of China again and again », qui est sorti dans Nature Genetics, mais on nous a forcé de changer le titre. Alors moi, je garde toujours le vieux titre parce qu'il me plaisait mieux, parce qu'il disait ce qu'il fallait dire. Et lorsqu'on regarde les faits, les voici. Ici, on a donc séquencé les génomes de plein de souches différentes qui montrent la diversité donc, de Yersinia pestis. Et en fait, les souches ancestrales sont en bas à droite. C'est ce qu'on appelle des souches dites pestoides, qu'on a découvert en fait dans les tiroirs des agences russes. Et puis ensuite, on a les premières souches typiquement Yersinia pestis sont en jaune, donc d'origine chinoise. On a une lignée qu'on appelle la branche 2, dont l'ancêtre est en jaune. On a une lignée, la branche 1, dont l'ancêtre est en jaune. Et puis on a finalement la peste moderne, dont l'ancêtre est en jaune. Donc à chaque fois, les souches de départ viennent de Chine. Donc c'est bien vrai, toutes les pandémies de peste sont parties de Chine. Alors, lorsqu'on regarde de plus près certaines branches, ici il s'agit de la branche 2, on a des informations qui sont vraiment superbes. Notamment, on voit que les branches les plus basales, c'est comme un arbre, ce qui est la base de l'arbre, c'est les branches les plus vieilles, eh bien, on voit que ces branches-là sont colorisées en rouge et en rose. Et en fait, elles sont vraiment présentes en Chine de l'Est. Et lorsqu'on va plus loin dans les branches, donc des choses plus tardives, plus dérivées, eh bien, on va doucement rentrer en Asie centrale pour arriver ultimement au Moyen-Orient. En fait, ce que vous voyez là, c'est simplement la signature de la route de la soie sur les génomes de Yersinia pestis. Alors la route de la soie en soi, ce n'est pas forcément une route migratoire, mais en tout cas c'est une route commerciale dont on a capturé l'information ici. Un autre petit cas qui est intéressant, c'est celui d'une autre bactérie encore. Alors on parle souvent de grand remplacement, c'est un peu un terme à la mode dans certains milieux de droite. En fait, ça existe chez les bactéries, en tout cas le grand remplacement. Ici, on a une bactérie, donc Salmonella typhi, responsable de la fièvre typhoïde, qui était quasiment absente il y a 30 ans ou 40 ans, et qui aujourd'hui occupe à peu près 47% du marché. C'est-à-dire qu'une bactérie sur deux de cette lignée-là est en fait du clone qui s'appelle, j'ai oublié, H58. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que ce clone, comme on va le voir, il est en fait originaire d'Inde et on va le retrouver dans des endroits un petit peu surprenants, avec une forte propagation dans des populations au Kenya, mais également aux îles Fidji. Alors on peut se dire comment ça se fait. En fait, moi je ne savais pas que les îles Fidji, il y a à peu près un habitant sur deux qui a des origines indiennes. Je ne le savais pas. Au Kenya, on comprend mieux. Le Kenya, c'est une ancienne colonie britannique. Donc il y a eu beaucoup d'Asiatiques, d'Indiens qui sont allés travailler pour construire notamment les voies ferrées. Donc il y a un long passé d'échanges entre l'Inde et le Kenya, des populations qui échangent encore aujourd'hui, des liens de parenté. Et en fait, ça explique cette espèce de diaspora indienne et en fait le vecteur de propagation de ce clone. Alors, tout dernier exemple. Une minute. Le tout dernier exemple, c'est le suivant. Là, on saute cette fois-ci vers les virus. Alors, il y a un virus hémorragique qui est assez connu, c'est le virus de Lassa. Lorsque je travaillais sur ce dernier, on a eu un paradoxe. Donc, on s'était intéressé au séquençage de ce virus. Il est essentiellement présent au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Et puis, en séquençant ce virus, on a calculé le changement démographique de ce virus.
Alors vous voyez, cette fois-ci, il faut lire les graphiques à l'envers. Donc vers la droite, c'est plus vieux, et sur la gauche, c'est les mouvements récents. Et on voit en fait que lorsqu'il y a eu la guerre du Biafra, il y a eu des outbreaks de virus de Lassa. Lorsqu'il y a eu la guerre en Sierra Leone en 1998-2000, on a eu une chute de virus. Alors c'est bizarre parce qu'on a eu plus de cas de personnes humaines malades, mais en fait on détecte au contraire une chute du pathogène. Ça paraît un peu contre-intuitif. Et en fait la réponse, vous l'avez à droite, c'est du bushmeat. Le réservoir naturel de Lassa virus, c'est un petit rongeur. Et en fait, lorsque vous avez les guerres civiles, il y a à peu près 200 à 300 000 personnes qui ont quitté notamment le Libéria et la Sierra Leone pour aller en Guinée. Ça a fait des énormes camps de réfugiés. La situation sanitaire était catastrophique. Les gens mangeaient les rongeurs étaient porteurs du virus. Donc le réservoir naturel disparaît. C'est pour ça qu'on a une chute du nombre de virus, mais il va être transféré accidentellement à l'homme. Donc là, on voit un petit peu comment ça se passe et comment différentes situations nivelées par l'homme peuvent induire des signatures dans nos populations de bactéries ou de virus. Bon, j'espère que ça a pu vous intéresser un peu et je vous remercie beaucoup pour votre attention.